Salut les gros bidous! Bienvenue dans cette vidéo intermédiaire entre celle qui parlait des épées et celle qui parlait des pentacles, ces longues séries de 10 vidéos, et puis ensuite on va avoir celle des bâtons et celle des coupes. Mais ici pour l'instant j'ai vraiment envie de vous présenter un petit peu ma démarche, ma méthode de travail quand j'étudie de façon continue le tarot, comment je croise les aspects plutôt personnels et puis les différentes sources, etc. Ce qui est super rigolo, c'est que ça va faire tout juste 5 ans, là, en cette fin mars, que j'ai commencé à me mettre au tarot. Et clairement, je n'ai jamais cessé d'apprendre. Je crois que c'est important pour moi de préciser pour l'instant que ma méthode, c'est une méthode d'apprentissage continu, avec une curiosité, une envie de se replonger dans des sources, d'être à la fois dans quelque chose de très intuitif, mais aussi avec une connaissance que j'espère un jour pointue de la symbologie, etc., du tarot. Ça fonctionne pour moi, ça ne va pas forcément être la vôtre, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas apprendre des choses dans cette vidéo. Je suis une personnalité mercuriale. Avec un Mercure en maison 9, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi. Apprendre le tarot, apprendre l'astrologie, c'est des processus constants et c'est ça qui me plaît. Et voilà, je pense que c'est important de rester dans une approche humble du tarot et de toujours avoir envie d'apprendre ou de ne pas se reposer sur ses acquis. Maintenant, vous n'allez pas forcément avoir envie d'apprendre de la même façon que moi et c'est tout à fait ok. Dans cette vidéo, vous allez voir d'une part comment je manipule les cartes, comment je les compare, comment je vais vraiment mettre mes mains, mon esprit, mon observation dans une série spécifique quand j'ai envie de me replonger dedans. Tout comme on va revenir un petit peu sur mes livres préférés, dont la liste est aussi sur le site, et je vous mets le lien en dessous. Je pense que c'est important pour moi à ce stade-ci de rappeler que j'ai pas forcément envie de sacraliser les livres, surtout dans la tradition francophone du tarot. On a quand même encore pas mal de choses qui sont vraiment gravement sexistes. Et il faut vraiment pouvoir décomplexer notre approche. Si on apprend sur des podcasts ou on apprend juste via Instagram, il y a plein de sources sur Instagram et c'est super chouette de pouvoir comparer son approche à celle d'autres personnes. Il y a aussi un truc un peu paradoxal au niveau des maisons d'édition, même si je sais que les livres ont encore comme ça cette espèce d'aura super crédible. C'est que d'une part, on a quand même encore un travers dans beaucoup de maisons d'édition francophones dans ce domaine-là où l'approche n'est pas du tout féministe, il n'y a pas d'ouverture particulière aux questions de genre, que c'est encore ultra binaire, que c'est très hétéronormé. Faut rentrer dans les détails, mais c'est quand même encore ça qu'on voit beaucoup dans les trucs qui sortent. Et alors, il y a un autre truc qui se déroule qui est à la fois une certaine démocratisation et en même temps qui favorise aussi un certain entre-soi. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous conseille de lire le dernier post de La Lune Mauve, dont je mettrai aussi le lien en dessous. Il y a un truc maintenant, c'est que des maisons d'édition comme Marabout vont vraiment démarcher toutes les personnes qui ont quelques dizaines de milliers de followers sur Instagram pour leur proposer d'écrire un livre. Ce qui en soi est très chouette, mais en soi aussi, parfois, ça veut dire qu'il y a peu d'encadrement de ces personnes-là, qu'elles sont un peu laissées à elles-mêmes, qu'on leur proposerait limite de publier n'importe quoi juste parce qu'on sait que ça va vendre, et que c'est toujours pas plus gage de qualité. Alors, entendons-nous bien, je suis ravie qu'il y ait plein de personnes, en particulier sur les réseaux militants, surtout sur les réseaux militants qui sont approchés par ces maisons d'édition, qui ont la possibilité d'éditer et qui accèdent ainsi à un public encore plus large. Mais je voulais juste remettre un peu en contexte le fait que c'est très chouette d'avoir accès à des livres. Moi, j'ai que des livres en anglais sur le tarot, comme vous le savez déjà, je vous les montrerai ensuite. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à aller suivre des cours que donne une personne que vous adorez suivre via son blog et tout ça. C'est pas forcément pire qu'un livre, au contraire. Souvent, il y a plus de remise en question,
plus de possibilités de, de mettre à jour sa pensée et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. En parlant de ça, en ce moment, je suis dans une espèce de tiraillement interne, dans un truc où j'évolue beaucoup, j'ai beaucoup de questionnements et c'est difficile pour moi de me dire est-ce que vraiment je vais laisser toutes mes anciennes vidéos en ligne ou parce que c'est vraiment en chantier dans ma tête telle ou telle question, en particulier des questions très philosophiques par rapport à la spiritualité et au tarot. Est-ce que moi qui ai toujours conçu que voilà, on évoluait, que c'était ça aussi, avoir des blogs et tout, c'est pouvoir montrer notre évolution et justement montrer que la pensée, les pratiques, elles sont constamment en train de s'auto-questionner, de se remettre en question, d'évoluer dans l'interaction, etc. Mais ouais, j'ai un côté un peu quand même en mode si jamais je pouvais juste tout remettre tous les compteurs à zéro et tout recommencer, ce serait quand même formidable. Mais en même temps, c'est ça aussi qui est intéressant, je pense. J'ai commencé mon blog très peu de temps après avoir commencé à me mettre au tarot, parce que dans les trucs anglophones, où on a beaucoup moins une question de hiérarchie, de qui est la parole légitime, pour parler de tarot, pour parler de féminisme et tout ça. On était vraiment encouragés à l'époque à faire ça, puis c'était encore plus l'époque des blogs que maintenant. Les blogs me manquent. Et c'était vraiment chouette en fait de pouvoir se jeter à l'eau et de se dire juste je partage mon apprentissage et j'espère rencontrer des gens avec qui je peux partager au sujet de mon apprentissage et juste voilà, j'avais envie de faire cette parenthèse et il n'y a pas de bon support pour apprendre, il n'y a pas de bon support pour partager, c'est vraiment à vous de faire ce que vous sentez. Moi en ce moment je suis vraiment terriblement je suis en rupture totale quoi, par rapport aux réseaux sociaux, j'en peux plus du tout de ces plateformes, mais et en même temps dans mes moments d'apprentissage ça a été vraiment des endroits formidables quoi, pour créer du lien et pour pouvoir partager, évoluer ensemble. Et donc en fait l'histoire de comment j'ai commencé à compiler mes mots-clés pour le tarot qui font maintenant ma série, le tarot en mots-clés sur le blog et puis ces vidéos. C'est tout d'abord j'étais juste invitée à un festival féministe et j'avais eu envie de compiler en vitesse tous mes mots-clés pour chaque carte. En fait c'est un exercice assez sympa, hein, je vous conseille de façon très spontanée de mettre nos mots-clés sur le papier sans trop non plus réfléchir. C'est genre si vous me donnez l'occasion de parler sur n'importe quelle carte, tu vas être lancé pendant au moins 10 minutes pour parler d'une carte précise. Mais l'exercice de trouver des mots-clés, de rassembler ces mots-clés, ça a été vraiment très sympa. Et donc, il y a tout juste un an aussi, au moment du premier confinement, je me suis dit, ok, il y a plein de gens qui vont sur les réseaux sociaux comme une façon de rompre l'isolement et tout en ce moment. Et moi, j'étais encore une fois dans une envie d'être plus dans les coulisses et de faire du travail derrière tout ça. Et j'ai repris cette liste de mots-clés. À la base, je voulais faire un zine sur le tarot finalement. La plupart des articles sont sur mon blog et j'en ai encore à publier. Et donc j'ai repris cette liste et j'ai fait ok, je vais vraiment comparer toutes les cartes, réétudier toutes les cartes, me plonger à fond dedans et pour chacune aller dans mes sources de prédilection. Et dans mes sources de prédilection, reprendre chaque carte, couper, me dire qu'est-ce que j'ai envie de garder ou pas de garder dans les interprétations de telle personne, pourquoi là ça fonctionne moins pour moi dans mon approche de cette carte. Ouais, toutes ces choses-là, ça a été vraiment très très agréable, ça m'a permis de remettre à jour, de me questionner. Et en fait, j'ai travaillé une partie des majeurs qui évidemment demandent de lire beaucoup plus de choses. Et puis j'ai commencé les mineurs et puis après je me suis lassée, j'étais pas bien, je pense. On est arrivé au mois de mai, c'était le mois des allergies. Maintenant on est tout pile entre deux allergies. Le boulot va arriver. Encore plus redoutable que le noisetier. Donc j'aime vraiment reprendre chacun de mes bouquins et pour chaque carte, séparément, lire chacun des bouquins. Je trouve que des ouvrages de tarot, bon celui-là je l'ai lu de A à Z à la suite, mais je trouve que c'est aussi très intéressant de pouvoir tous les sortir et de se dire voilà, telle carte dans tel truc, telle carte dans tel autre truc, telle carte dans tel autre truc.
ça nous apporte vraiment quelque chose, ça nous permet de nous plonger à fond dans une carte. Alors, il y a toutes les autres méthodes, hein. Il y a la méthode de la méditation avec une carte, de l'interview avec une carte, tous ces trucs-là, vous allez pouvoir les retrouver sur le site, mais aussi pouvoir se plonger dans chacun des trucs et comparer, essayer de comprendre d'où viennent les auteurs, autrices, quels sont les éléments qu'elles mettent en avant visuellement et tout ça dans chacune des cartes. Ça va être vraiment. Donc je vais commencer avec mon dernier gros coup de cœur sur le tarot, c'est le guide du Fifth Spirit Tarot de Claire Burgess. Ce que j'aime vraiment dans ce livre, c'est ultra détaillé sur les majeurs. Ça fait bien plus que la moitié, ces 22 cartes font bien plus que la moitié du livre. Hop, hein, comme ça, tout ça, c'est vraiment super intéressant, c'est très érudit, il y a vraiment de la recherche derrière. Il y a beaucoup de liens qui sont faits, donc on est dans un processus d'association, de réflexion avec des références tarologiques et d'autres qui sont plus littéraires et tout. Et on est vraiment dans une croisée des textes, une intertextualité, ou je ne sais pas trop comment vous voulez appeler ça, mais c'est vraiment très 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 riche, c'est vraiment très très chouette. Et alors, ensuite, pour les cartes d'arcane majeur, d'arcane mineur, on a vraiment chaque fois une seule page avec les mots-clés et avec des petits trucs qui sont beaucoup plus terre à terre sur chacune des cartes. On a moins les aspects philosophiques, les enjeux que pose chacune des cartes comme on peut avoir sur les arcanes majeurs, ce qui est normal, hein, parce que les arcanes mineurs ne nous poussent pas forcément à nous poser le même type de questions. Mais voilà, ça va faire vraiment partie de mon top du top, des trucs vraiment chouettes à lire pour l'étude. Et donc, vous savez déjà que j'adore Beth Maiden de Little Red Tarot, qui a publié l'année passée un bouquin. Et aussi, il faut savoir que la plupart des entrées par carte sont aussi sur le blog de Little Red Tarot. Donc, il n'y a pas du tout d'élitisme ici. On est dans une optique d'accessibilité du contenu, donc ça c'est vraiment chouette. C'est peut-être un tout petit peu différent, mais voilà. J'aime bien celui-ci parce qu'il a un côté application dans le quotidien, pas prise de tête, parler un langage absolument, hein, qui se réclame d'être féministe et queer, etc. Mais par rapport à d'autres dont je vais parler plus tard, on est dans une espèce de rencontre entre la théorie et un côté extrêmement accessible et qu'on peut appliquer à des situations quotidiennes. Donc, gros coup de cœur, Beth. Donc, au début, quand j'ai travaillé sur ma série il y a 1 an, il n'était pas encore sorti, donc j'ai travaillé avec le site. Mais j'ai continué à faire mon lobbying auprès de Beth pour qu'elle publie son livre. Que voici! Alors, j'ai décidé de pas tout sortir, mais de vraiment rester sur l'essentiel de ce avec quoi je travaille. Et puis, je vous remettre de toute façon le lien vers le site où j'en parle plus en détail. Donc, vous pouvez aller voir une liste un peu plus exhaustive. Rachel Pollack, ça existe aussi en français. Ça a été traduit. Ça, c'est super intéressant. C'est un côté où... Pour moi, ça a un peu vieilli, certaines des interprétations. C'est pour ça que c'est intéressant de combiner avec, par exemple, Charlie Claire Burgess, qui fait beaucoup de références à ce que disait Rachel Pollack. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est évidemment queer, même si c'est pas... ça ne se revendique pas d'un queer comme ce qu'on va pouvoir sentir dans les ouvrages plus récents dont je parle. Mais voilà, c'est assez important. On est dans un bon détail par rapport aux majeurs. Et puis les mineurs, on commence par les plus grandes cartes. Wands, on a une page sur le Wands, les bâtons, et puis après on a du roi aux pages, et puis ensuite on a le 10, blablabla, à chaque fois. C'est encore une fois beaucoup moins complet sur les mineurs que sur les majeurs. Je vais pas... C'est plutôt important dans une optique de formation, d'avoir une approche complète du tarot, d'avoir aussi une approche qui est plus poussée, mais c'est moins quelque chose auquel je vais m'identifier dans ce que je lis, mais ça fait quand même partie de mes bases importantes. Le moderne tarot de Michelle Tea, encore une fois, je ne vais pas toujours me sentir complètement en accord avec ce qu'elle dit,
Mais c'est vraiment intéressant parce que pour le coup c'est un côté un peu, bon, c'est une autrice, une écrivaine, donc c'est un côté littéraire, comme ça on joue un peu avec la langue, on a un langage qui est assez proche du langage oral et tout, on a des anecdotes très personnelles qu'on a dans chacun des ouvrages, aussi dans Charlie Claire Burgess en tout cas, mais je pense que ça se veut un petit peu trop moderne tarot. Et que du coup, parfois on passe à côté d'une certaine profondeur, je trouve. Mais il reste vraiment très intéressant, surtout au niveau des applications pratiques. Prenons ici l'As. On a comme ça une page. Ouais, j'écris dans mes livres, aucun problème. Je surligne n'importe comment. Ça va, ma conscience est toujours aussi OK avec ça. Et puis elle nous explique comment être l'As d'épée, avec souvent un petit rituel et tout. Qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être c'est un mauvais exemple là. Ouais, non, c'est à chaque fois, voilà, il y a un peu moins sur les autres cartes. Petite explication, la théorie, l'expérience personnelle, et puis comment travailler, donc comment incarner ou comment travailler avec chacune des cartes. On va avoir des petits rituels ou des petites façons de canaliser la carte et tout ça, c'est vraiment sympa ce côté-là. C'est peut-être pas une des personnes où je vais me dire directement, comme avec celui de Beth Maiden, contrairement à celui de Beth Maiden, je les ai déjà rangés, et celui de Charlie Claire Burgess, je vais pas avoir un truc de « Ah ouais, c'est vraiment comme ça que je lis la carte aussi ». Mais voilà, bah, c'est intéressant, hein. Si jamais on lisait que des gens avec qui on partage à 100% l'approche du tarot, on n'apprendrait plus grand-chose. Hein. Queering de tarot de Cassandra Snow. C'est aussi le fruit d'une série qui a été publiée sur Little Red Tarot à l'époque, qui est encore disponible, mais il faut juste aller sur l'ancien community blog. C'est peut-être un peu compliqué à trouver. Peut-être je vous mettrai le lien directement en bas. Pour moi, c'est un peu littéral, ce qu'on entend par queerifier le tarot. Pour moi, queeriser le tarot, ça va être quelque chose de beaucoup plus large que juste l'appliquer aux questions des orientations sexuelles, des identités de genre, etc. Ou des formes de relations entre... le polyamour, la sexualité, l'amour platonique, enfin, la sexualité n'étant pas une forme de relation, mais voilà, donc il y a comme ça toute cette diversité-là. C'est pris vraiment à travers pour chacune des cartes. Voilà, 2 pentacles. On a une page à chaque fois pour les mineurs. C'est pris systématiquement à travers cette lunette-là, ce qui est pour moi un peu... ça ne va pas être le seul livre que vous allez lire pour queerifier le tarot, queeriser le tarot. Mais il est quand même tout à fait agréable, tout à fait essentiel, tout à fait chouette. Mais ne vous attendez pas à ce qui est vraiment un aspect théorique sur c'est quoi le queer Ouais, il s'applique vraiment davantage à la question sexualité, relation, genre, identité de genre, autour du tarot et des questions queer, et voilà, faut juste le savoir, mais ça reste quand même assez intéressant à lire. C'est moins là que je vais aller chercher les mots-clés, plus là que je vais aller chercher de quoi ne pas trop être figé sur certaines interprétations de la carte. Et sinon, dans les blogs que je vais à tout prix aller voir, il y a des trucs comme par exemple Azali Earthwork, il y a les podcasts dont j'ai déjà parlé à de multiples reprises dans ma série de vidéos, donc là-dessus, je vous conseille juste de suivre le lien sur mon site et de voir la liste, mais... c'est vrai que pour vraiment travailler tip-top sur chacune des cartes, c'est plus simple de se concentrer en partant des livres et que le reste va plutôt être des choses dans lesquelles je vais puiser constamment. Voilà, donc concrètement, pour la série suivante, je vais aborder les bâtons. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Dans cette boîte de tarot, j'ai rassemblé toutes mes cartes de bâtons des tarots qui m'intéressaient pour ce genre de travail. Il y en a qui sont vraiment... qui prennent trop de liberté par rapport au système du tarot pour vraiment être des bons candidats pour figurer dans cette petite boîte-ci. Il y en a qui vont pas forcément être des tarots que j'utilise régulièrement pour mes propres tirages, mais qui vont vraiment beaucoup m'aider, justement parce qu'ils sont très classiques, donc ils sont intéressants. Et juste les tarots que j'utilise le plus, donc le Slow Roller, le Fifth Spirit, et celui-ci, le Herb Crafters, qui est celui-là, donc, que je suis en train d'étudier. Je pense que je ne les ai pas encore mis dans ma pile parce que je suis occupée avec eux. Regardez-moi comme j'ai bien arrangé mes petites bordures. Hop. Donc là, il va falloir que je le retrie, justement. J'ai ici une carte de bâton.
Et sinon, tous les autres, ils sont déjà prêts. Et pendant, par exemple, si je travaille un mois là-dessus, je n'ai pas encore commencé, ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont dedans. Ils vont rester dans cette petite, dans ces petites boîtes, dans l'ordre. Donc, le Hour Tarot, My Garden, ça va être l'occasion pour moi de l'étudier parce que je ne le connaissais pas encore bien. Enfin, j'ai aucune idée de comment mon cadre est organisé. Le Next World, Tarot of the Divine, le Numinous. Je les ai tous sortis et en fait j'en ai déjà 21 sans compter le Waite Smith de base avec lesquels je vais peut-être travailler. Et voilà, bah, je trouve aussi que c'est vraiment pas raisonnable. Ça veut dire que je vais pas forcément tous les utiliser au quotidien quand je vais aller dans mes bouquins et lire chacun des trucs, remplir ma grille avec tous les mots-clés, la mettre au propre ou prendre des notes dans mes carnets. C'est pas possible. Je veux dire, c'est juste too much. Donc voilà, le but va pas forcément être de travailler au quotidien avec tous. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir faire à chaque fois des comparaisons en les ayant tous à portée de main, qu'ils puissent toujours être là, qu'à un moment, si vraiment j'ai envie de regarder tous les As, tous les 5, tous les 8, voilà, je puisse y accéder super aisément. Par exemple, là, je peux déjà vous dire avec lesquels je vais vraiment me dire, ok, je les mets de côté parce qu'ils sont essentiels pour moi, pour l'étude classique, le Fifth Spirit, évidemment. J'hésiterai certainement entre le Modern Witch et le This Might Hurt, mais comme j'aime pas trop le Modern Witch, ce sera d'office le This Might Hurt. Dièse, elle donnera certainement son avis pour m'aider à trier. Merci mon chat, t'es pas obligé de manger mes plantes. Ok, c'est fort aimable. Merci, voilà, on a eu la page de mignonitude, tu es bien gentil. Le Many Queens, il pourrait vraiment en faire partie aussi. Sûrement le Spacious et le Théa. Donc déjà, on est plus sur un truc gérable où on va être... sur, bon, je dirais, je vais essayer d'en garder 4, quoi. 5. Ok, parfois 6. Qui vont être vraiment mes tarots de prédilection, qui vont vraiment rester près de moi tout au long du processus, tout le temps. Je vais toujours les sortir. Souvent, je vais les garder en tas, comme ça, près de moi. Puis au fur et à mesure, je vais les déplacer. Je vais certainement décaler les majeurs qui, pour l'instant, sont avec pour les mettre de côté. Et de toujours avoir en tête, ok, je compare les As, mais c'est déjà un petit peu important pour moi d'avoir une idée de chacun, de chacune des cartes numérales. On va y arriver. Parmi tous ces tarots, vous allez aussi avoir ceux qui ont un super guide. Et ça va être l'occasion pour moi de me plonger dans les interprétations du guide. Même pas, ça peut être un tout petit tarot, un tout petit livret comme pour celui-ci, ou pas celui-là, ou celui-là. Ou ça peut être un long livre comme pour le Numinous, qui est vraiment très queer, très intéressant. Et alors, par exemple, disons... Pour celui-ci, le peuplier, j'adore le peuplier. le Herb Crafter's Tarot, je pourrais me dire, ok, bah, c'est l'occasion de vraiment me plonger dans le système. Donc ça, j'ai déjà commencé à le faire, mais je suis pas encore complètement au taquet parce qu'il y a un système très particulier. Et ce serait l'occasion pour moi de me plonger dedans, tout en comparant aussi les tarots sur lesquels les personnes ont travaillé sur un système plus particulier et de voir comment ça peut être comparé avec des interprétations plus classiques. Donc voilà, à part me casser le dos, on ne va pas réussir à faire grand-chose dans cette position-ci. Donc je vous embarque dans la pratique de comment je travaille avec mes tarots. Donc là, c'est la petite mise en garde. Hein. Si vous avez des chats, vous savez que si vous mettez vos cartes de tarot comme ça va devenir leur terrain de jeu. Attention, voilà. Et oui. Écoutez, c'est pas au goût de tout le monde hein, de faire subir ça à ces cartes de tarot. Il faut être prête. Mais... Quelle mouche t'a piqué? Ouais, ça va bien se passer, je le sens. Moi, on s'excuse pour toutes les âmes sensibles qu'on a choquées dans cette aventure. Non, excuse-toi, Sarwin. Et présente tes excuses. Mais... Donc j'ai vraiment un bon petit conseil pour les personnes qui veulent
s'arranger de cette façon-là, c'est attendre l'heure de la sieste des chats et pas l'heure à laquelle elles sont le plus hors de contrôle. Ça, franchement, c'est recommandé et recommandable et voilà, appliquez ça si vous pouvez vraiment. Voilà, on va faire une partie à la fois parce que les chats, mais sinon le but c'est d'avoir vraiment, si possible, pas mal de tarots qui sont là en même temps, ce qui nous permet vraiment bien de comprendre à la fois les suites dans l'ordre numéral et puis à la fois de pouvoir les étudier pour voir comment différents artistes vont interpréter à chaque fois si les 4 par exemple ou les 6, etc. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je vais faire régulièrement avec tous mes jeux, même ceux avec lesquels j'ai l'habitude, et puis avec ceux que j'apprends aussi. C'est vraiment de pouvoir les placer dans l'ordre pour vraiment, carte par carte, observer où regardent les gens, quelles sont leurs postures, quelles sont les déclinaisons de couleurs, etc. Alors si je travaille sur un tarot spécifique, ce qui n'est donc pas notre cas ici, je vais par exemple pouvoir faire ça comme ça, puis mettre, voilà, donc les 4 suites, là, la suite les unes des autres, et vraiment voir numérologiquement comment les personnes ont interprété, par exemple ici les 3, etc. Donc déjà, je dirais à chaque fois que je vais placer une série, mais bon ici, voilà, je suis en combat avec mes chats, et donc je le fais pas correctement, c'est vraiment de voir comment ça s'articule, qu'est-ce qui se passe à chaque fois j'en passe une et que j'en place une et que je passe à la suivante. Quelle est l'évolution? Merci Sabine pour ton aide, c'est très très gentil. Et t'es bien gentil toi? Ça te sort d'où ça? T'es un petit ange, hein? Adorable, hein? Franchement, bravo. Donc juste pour rappel, ici on a le My Garden Deck de Poirmol, ici on a le Tarot of the Divine, là c'est le Spolia Tarot, et ici c'est le Next Word. Et donc par exemple si je voulais faire le 10, ce qui m'intéresserait beaucoup de regarder, c'est la notion, souvent on a un 10 traditionnel qui va être comme ça, avec une personne qui a vraiment du mal avec ses 10 bâtons, qui va nous ramener à une notion de burn-out, d'être surchargé, de pas pouvoir tout prendre. C'est une notion qu'on peut retrouver ici, donc là bon, ça m'invitera directement, parce que je connais pas encore bien ce tarot-là, même pas du tout, à aller voir dans le livret à quel conte ça fait référence, puisque c'est un tarot des contes, légendes et mythologies de par le monde. Et ce qui va surtout m'intéresser, c'est de voir ici le choix du mot-clé, d'avoir complété quelque chose, d'avoir quelqu'un qui est assez satisfait. Et donc, on a un 10 qui est plus dans la lignée de la culmination d'une série, comme les autres 10 d'ailleurs. Par exemple, ce qu'on a vu avec le 10 de Pentacle dans la série qu'on a déjà étudiée ensemble. Et du coup, je vais vraiment pouvoir m'interroger qu'est-ce qu'a mis la créatrice, pourquoi c'est différent, et c'est très intéressant. C'est aussi intéressant de voir, par exemple, le motif vraiment récurrent du 9 de bâton, c'est d'avoir les bâtons alignés et un seul dans la main, ou bien ici on les a tous alignés. Voilà, est-ce que la personne est vraiment blessée, ne peut plus s'en occuper. Là aussi, on a cette idée de barrière. Ici, elle est aussi à la fois menaçante et protectrice par rapport à la maison. Donc, c'est la légende de Vassilia, je crois. Et voilà, du coup, où est le personnage? Le personnage est derrière. Il se protège. Elle ne sait pas encore comment elle va s'en sortir avec toute cette clôture à créer, ou est-ce qu'elle se protège derrière cette clôture? C'est très différent d'ici, où on a une personne qui est vraiment sur cette notion, ce mot-clé qu'on va souvent associer au 9 de bâton, presque là. La personne a déjà l'air en train de profiter de tout ce qu'elle a fait et d'être assez proche de l'accomplissement, tandis que dans d'autres, on va avoir la notion, on est proche on n'en peut plus. Ici, on a peut-être aussi l'idée avec ce qui est accroché au mur, est-ce qu'on regarde trop ce qui est accroché, ou bien on a trop de choses et du coup on n'est plus en pratique. Là on a quand même cette idée de pratique, on a le mot-clé résilience. Bon, je ne vais pas sortir autre chose, voilà. Information importante quand même dans tout ça enfin, je pense qu'il faut le rappeler, quoi, c'est que vous n'êtes pas obligé de collectionner les tarots comme moi pour faire ce genre d'exercice. Vous pouvez déjà poser de la sorte votre unique tarot si vous travaillez avec un seul tarot, ce qui est tout à fait ok. Et voilà, si vous en avez 2 ou 3, bah justement, ce sera plus facile. Vous risquez moins les attaques de chat, donc il n'y a aucune dimension ici qui consiste à dire que vous allez mieux apprendre le tarot si vous en avez plein. Et puis moi, mon objectif, c'est aussi de pouvoir partager via mon blog justement des interprétations
de tarots différents, de pouvoir partager toutes ces images et tout ça pour que vous puissiez puiser dans ces imageries-là pour vous inspirer, même si vous n'avez pas les tarots. Mon but n'est pas forcément de vous donner envie de consommer ou de dire qu'un bon apprentissage du tarot, c'est d'avoir forcément plein de tarots. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. C'est juste pour l'aspect de mon travail qui est de rédiger, d'être une autrice sur le tarot, d'être une poétesse du tarot. Ça fait partie de ma façon de le vivre et de le comprendre et tout, mais c'est absolument pas un impératif que vous tiriez les cartes pour vous-même ou pour d'autres. Alors si vous tirez pour d'autres, c'est sûr que d'avoir une variété de jeux pour une variété de situations différentes ou de personnes, c'est toujours intéressant. C'est pour réaliser différents types de tirages, mais est-ce que forcément il faut 30 ou 50 tarots ou 200 pour faire une bonne collection? Je ne pense pas, non. Je sais que vous savez, hein, mais la pression, elle peut parfois être assez forte quand on regarde des vidéos. Malheureusement, hein, on vit cette pression capitaliste et on ne se sent pas toujours à la hauteur si on en a moins, ou juste ça nous fait rêver de voir la collection de quelqu'un et on se dit qu'on veut. En tout cas, je suis vraiment très sensible à ça personnellement et bon, si c'est là. Hop. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que parfois je suis dans des grosses crises existentielles de est-ce que je veux continuer à faire des vidéos, est-ce que c'est pas ridicule de montrer autant sa collection, puisque moi-même je sais que je suis super vite tentée quand je regarde des gens qui montrent les leurs et tout, mais voilà. Vous aurez constaté que j'ai les questions, mais que j'ai pas beaucoup de réponses dans ce domaine. Et je voudrais aussi en profiter pour préciser que c'est pas forcément la façon la plus accessible de travailler. Moi, il y a des périodes où vraiment travailler comme ça au sol, ça va me créer des douleurs qui vont me peser quand même pendant assez longtemps, mais que j'ai pas forcément de solution quand on a des collections qui sont déjà un peu plus importantes. J'ai pas d'autre bonne façon de travailler quand on travaille vraiment visuellement et qu'on a besoin d'étaler toutes ces cartes, etc. Mais voilà, juste pour préciser, écoutez-vous, essayez de trouver des solutions qui vous conviennent. J'ai essayé de travailler avec des gros ballons. Vous savez, les ballons sur lesquels on peut s'asseoir et faire de la gym et tout, c'est des mouvements qui restent un peu compliqués parce que souvent ça nous pousse à tirer le bras, etc. Dans le cas d'un syndrome des lèvres dans l'os, on est sur une amplitude de mouvement qui va a priori causer des douleurs parce qu'on le sait, on peut le faire, on peut s'étirer, on est souple, la flexibilité on l'a, le problème c'est que les douleurs viennent avec par la suite. Donc voilà la petite information. Si vous avez des suggestions en commentaire pour adapter ça pour les personnes qui ont un handicap quelconque et pour qui c'est, enfin pas quelconque, mais quel qu'il soit, parce qu'il y a beaucoup de handicaps, pour qui c'est intéressant d'avoir des solutions alternatives, volontiers, partagez-nous ça. Ce qui me paraît quand même important de souligner ici, c'est qu'on n'est pas en train de parler de techniques qui sont des techniques d'apprentissage, genre pour débuter le tarot. On est dans des techniques qui sont plutôt des techniques d'approfondissement, qui sont donc pas du tout des prérequis pour apprendre le tarot ou même pour approfondir le tarot, mais c'est vraiment des techniques pour aller plus loin. Si on a envie de se connecter d'une façon plutôt théorique à une carte ou bien d'engranger de la théorie pour faciliter notre connexion. Mais vraiment, je déconseillerais absolument ça comme méthode aux personnes qui débutent. Ce qui est important, d'après moi, hein, quand on débute le tarot, c'est de s'approprier les cartes, c'est de passer du temps avec elles, c'est pas du tout de les apprendre toutes par cœur, de bien comprendre les mots-clés, de les étudier et tout ça, parce que du coup, ça sert à rien en gros. Le but du tarot n'est pas du tout d'avoir une approche qui est exclusivement théorique. Donc je dirais que c'est plutôt une méthode qui va être intéressante après des mois ou des années d'études, quand vous êtes déjà vraiment familiarisé avec l'outil, quand vous avez l'habitude de l'utiliser pour vous ou pour d'autres personnes, et que vous avez clairement cette envie d'approfondir votre contact aux cartes. Pour moi, le but, c'est pas non plus forcément de l'étude au sens strict, mais c'est
dans le sens, il ne s'agit pas de caler des informations, de les bloquer quelque part dans notre cerveau, mais c'est plutôt d'élargir nos horizons en voyant comment différentes personnes interprètent les cartes, ce que ça a ajouté, comment ça diffère des nôtres, etc. C'est pas du tout des passages obligatoires, hein, je le redis, ça dépend vraiment de votre façon de faire. Pour moi, c'était aussi vraiment ce désir de communiquer des mots-clés aux personnes que ça allait intéresser, que ce soit à la disposition d'autres personnes, de faire ces vidéos. Bon, dans ce cas-là, il y a aussi un souci qui est quand même vraiment à ne jamais perdre de vue, hein, quand vous notez des informations liées aux cartes de tarot, c'est d'indiquer vos sources pour pouvoir toujours vous faire référence aux personnes qui vous inspirent. Donc mon processus à moi, ça va être de déjà noter tout ce qui me vient comme mot-clé par rapport à une carte. Ça, je trouve que c'est toujours utile d'avoir ça chez soi et de travailler avec ça. Puis quand je vais lire les différents ouvrages sur le sujet que je vous ai montré, je vais à ce moment-là être plus attentive à qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui me permet d'affiner mes mots-clés, qu'est-ce que j'aurais oublié ou qu'est-ce qu'il y a une vision que peut-être j'avais pas considérée avant, mais je veux vraiment avoir noté quelque part parce que j'aimerais essayer de l'intégrer dans ma pratique. Donc on a toutes ces choses-là. Et puis, c'était important pour moi aussi, une fois que je fais ce genre de choses, c'est de bien laisser décanter, c'est laisser ça de côté, de ne pas être dans un truc où je veux vraiment faire rentrer les informations à tout prix, mais plutôt de les laisser reposer, de laisser la matière travailler au travers de mes tirages quotidiens ou hebdomadaires par exemple. Et puis avec le temps, une fois que ces choses sont moins fraîches dans ma tête, je fais mes vidéos. Ça peut être 1, 2, 3, 4 mois après, même un an après, parce qu'à ce moment-là, je sais que ce qui reste, c'est vraiment comment moi je me suis approprié ça, comment je l'ai testé, comment j'ai testé les significations que j'ai mis en avant, qui peut-être n'étaient pas mes interprétations premières, comment ça a fonctionné pour moi, et du coup, ça me permet de relier en fait ces différents éléments sans les suivre stricto sensu. Donc je pense même si vous ne faites pas des vidéos ou des partages pour tout ça, c'est aussi assez intéressant quoi, de pouvoir retourner au livre, mais de jamais tenter de coller à tout prix au livre. Un autre élément que je trouve intéressant, c'est de se demander pourquoi retourner au livre. Parce qu'en un sens, ce qui est vraiment agréable quand on tire les cartes, c'est de ne pas dépendre des livres. Surtout quand on tire les cartes pour d'autres, ça évidemment c'est très logique. C'est qu'à un moment, il faut pouvoir s'en émanciper, il faut pouvoir interpréter les cartes sans retourner au livre. D'après moi, c'est un confort de lecture, c'est ça qui permet d'être sur quelque chose de vraiment intuitif, de faire laisser venir les associations, de canaliser, etc. C'est vraiment essentiel d'après moi. Mais d'un autre côté, pouvoir retourner au livre et apprendre à le faire, c'est aussi un effort d'humilité. C'est un effort de ne pas forcément tout le temps être sur ses acquis et de pouvoir se dire, voilà, j'ai tiré cette carte aujourd'hui. Bien sûr, j'ai ma propre interprétation, mais j'ai envie d'aller voir ce que machin ou machin en dit pour chercher quelque chose que ça pourrait m'apporter. Du coup, c'est quelque chose que j'essaie de faire, en tout cas le plus possible. C'est bien sûr, quand je vais tirer une carte, je vais me faire mon interprétation, ou parfois pas. Parfois, je cale quand je tire mes cartes du jour et je me dis, ouais, on va prendre la solution la plus simple et on va aller voir ce qu'en dit telle ou telle personne. Mais je trouve c'est vraiment enrichissant quoi, de pouvoir le faire. Il y a des moments où je tire les cartes et je préfère pas du tout retourner au bouquin. Je préfère vraiment travailler sur quelque chose de plus intuitif, plus introspectif et tout. Et puis parfois, ça fait du bien pour aller chercher la matière et aussi parce qu'on est calé quand on tire les cartes pour soi-même au niveau de l'introspection et tout, et que ça nous permet aussi d'ouvrir notre esprit par rapport à certaines thématiques où c'est facile de voir dans les cartes ce qu'on a envie de voir. Et voilà, ça peut nous aider à prendre du recul. Alors là, je vais vous montrer un peu à quoi peut ressembler mon espace de travail quand je suis en train de travailler sur les cartes. Disons, je travaille sur le set de bâtons. Je vais prendre un jeu qui va plutôt être type clone du Wade Smith que je vais placer devant moi pour pouvoir aussi étaler les autres cartes. Parfois, si c'est un mini-jeu, je peux mettre les 10 cartes des arcanes majeures, mineurs, de la suite en question. Ici, c'est pas le cas. Du coup, j'ai choisi de mettre de 5 à 10 et je vois que j'ai un petit bug ici, mais bon, bref.
voilà. Il y a un chat qui est passé sur sur ma carte. Donc pour moi, c'est évidemment très important de pouvoir placer la carte dans son contexte, dans la linéarité de l'ordre numérique des cartes. Ce que je peux aussi faire dans mon espace de travail, c'est avoir à disposition les autres sets dans le même jeu pour chercher les points communs entre les sets à chaque fois. Je ne vais pas étaler tous mes sets avec, mais les sets ou autres cartes que j'étudierai. Et puis, je choisis des jeux variés avec lesquels j'ai envie d'avoir un contact privilégié, de les avoir à proximité, de pouvoir appliquer ce que je vais lire directement à ces jeux-là. Tout en sachant que je vais toujours regarder à proximité les autres tarots que j'ai sélectionnés. J'ai mon ordinateur sur lequel j'ai déjà mes listes de mots-clés et où je peux aller épuiser des informations, évidemment, en ligne. Et sinon, souvent, j'ai quand même un petit carnet dans lequel j'assure le suivi aussi. Donc ça, c'est à alterner. Et puis, en fait, je vais placer près de moi l'ensemble des livres avec lesquels j'aime bien travailler pour ça. Mais il faut pas se leurrer. Au fur et à mesure de l'apprentissage, de l'étude, je vais pas forcément tous les ouvrir à chaque fois et je vais élaborer une sélection où je vais me retourner vers, disons, 5 d'entre eux, par exemple. Sachant que tous mes livres sont sur mon étagère au-dessus du bureau, donc c'est simple. Et il faut quand même que je prévienne. Pourquoi c'est de l'approfondissement aussi, ce travail-là? C'est que c'est un travail qui est très très conséquent, surtout si on a beaucoup de livres, qu'on a vraiment envie de réfléchir, ne pas juste prendre l'information comme elle vient. Et donc c'est certain que c'est un travail qui demande énormément de temps, des heures pour chaque carte, vraiment, des journées de travail parfois pour chaque carte, et que voilà, c'est pas du tout une obligation pour faire que votre passion du tarot soit légitime ou pas, quoi. C'est juste un choix. En ce qui me concerne, comme j'ai une fatigabilité très très rapide par rapport à l'étude et de toute façon à toute situation qui me demande de l'attention, j'ai une attention qui décline très 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 vite. Vous l'avez certainement déjà constaté dans mes vidéos. Du coup, c'est quelque chose qui va me demander une certaine organisation, de pouvoir faire des pauses, ce qui est pas évident en fait quand on est à fond dans un truc, et de savoir que je vais avancer beaucoup moins vite que quelqu'un de valide qui a pas cette fatigabilité là. Et donc c'est aussi à tester, quoi, en fonction de votre façon d'apprendre, de vous organiser, de gérer la quantité de travail et tout. Il y a pas de souci là-dessus, quoi. C'est chacun sa façon et c'est à prendre en compte. Et ça prend, oui, un temps fou. Et c'est pas pour rien que l'année passée j'ai pas terminé, j'ai pas tout fait, que je reprends ça cette année parce que au bout de quelques semaines à faire ça quand même régulièrement, on commence à fatiguer un peu. Et voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a plu, comme il y a d'autres vidéos où je parle déjà de mes trucs et astuces pour apprendre le tarot, pour approfondir son rapport au tarot. C'est pas quelque chose dans lequel on est entré dans les détails ici, mais je vous invite à parcourir mes playlists pour ça, pour retrouver certaines vidéos avec des aspects plus pratico-pratiques, peut-être, des suggestions. Là, on est plutôt sur l'organisation de ce genre d'études et comment j'aime prendre de l'espace et comparer pour le faire, parce que voilà, parfois, je le dis, la comparaison, elle est essentielle pour moi dans l'apprentissage, mais je ne montre pas vraiment comment je m'organise. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça cette fois-ci. À très très bientôt les gros bidous et prenez bien soin de vous.